il faut absolument que je mette une partie historique et que je raconte l'histoire de quelqu'un que je connais, tu vois. Et voilà. Et là, tu enregistres? Avec la science, nous avons eu cette tendance à découper, à décortiquer, diviser des choses et de les classer en fait dans des petits tiroirs. Les orientaux ne se sont jamais coupés en fait du concept qui existe dans la nature, c'est-à-dire dans la globalité. Tout ce qui existe dans notre monde, dans notre univers, s'influence mutuellement. J'ai commencé à voir en fait vraiment des corrélations entre ma vie et ma problème de santé. C'est ça ce qui était intéressant. Des patterns, ouais. Oui, exactement. C'est la prise de conscience que c'est pas arrivé par hasard. Tu sais, le shiatsu, c'est une danse, en fait, finalement. Enfin, pour moi, c'est vraiment une danse. Il s'agit de rentrer en résonance avec la personne, c'est-à-dire de voir où est-ce que cette personne a besoin d'aller. Et qu'il y a une raison particulière pourquoi elle ne peut pas le faire toute seule. Parce qu'elle ignore, parce qu'elle ne sait pas comment, ou parce qu'elle est épuisée, tout simplement. Le corps physique, il est vraiment notre miroir. Il est le miroir de ce qui se passe dans nos têtes et aussi dans nos cœurs. Et mon job, c'est juste de montrer le chemin. Dès que tu abordes les gens d'une façon vraiment sincère et profonde, et bah, ça fait du bien, tu vois, parce que c'est ce qu'on appelle écoute. C'est un véritable art. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Egon Liberge et mon invité aujourd'hui est Greta Liberge. Greta, tu pratiques la médecine japonaise et portes le message que nous ne sommes pas juste une masse de muscles et d'os et de cellules, mais que nous possédons également un corps mental, émotionnel et psychique et qu'il est de notre devoir de l'équilibrer. Tu es d'origine slovaque et depuis maintenant plus de 10 ans, tu pratiques le Zen Shiatsu, littéralement pression des doigts, qui est une thérapie manuelle, énergétique et holistique. Tu as ton propre cabinet à Bordeaux, dans le centre-ville, dans lequel tu exerces le Zen Shiatsu et organises des stages, mais aussi pratiques d'autres techniques de bien-être comme le Do-in, et les gens qui viennent te voir, qui parfois traversent des périodes difficiles de leur vie, ressortent de chez toi en ayant l'impression, je cite, d'avoir fait la paix avec l'univers, de s'être retrouvés, envahis de légèreté et de bonheur, et forte à nouveau. Greta, bienvenue chez toi. Alors, je voulais juste te demander, bon, on a eu une super discussion là juste à l'instant ce midi, et on va peut-être revenir là-dessus, mais la meilleure façon pour moi, quand j'ai commencé à écrire toutes ces questions pour cette interview, de recentrer en fait qui tu étais, c'était de te poser la question suivante. Il y a une époque, j'étais enfant, je devais avoir 12 ou 13 ans, et il y a eu ce grand changement où un jour, dans ma tête, c'était comme ça, tu es rentré, tu t'étais coupé les cheveux très courts, et du jour au lendemain, t'es passé de la vie de bureau, tu travaillais dans une entreprise qui faisait de l'informatique, une grosse entreprise, et du jour au lendemain, je me souviens t'avoir demandé, mais maman, tu démissionnes, t'arrêtes, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu m'as dit oui, et puis un jour, t'es revenu avec cette coupe garçon, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait? Comment dans ta tête ce changement s'est fait, et où est-ce que tu étais, et vers quoi t'as voulu passer, en fait? Eh bien oui, il faut que je me remémore ça un peu. Comment ça s'est passé? C'est vrai que peut-être tu as eu cette impression du jour au lendemain, mais pour moi, c'était pas du jour au lendemain. C'est bien déjà quand j'ai travaillé dans cette entreprise, comme tu dis, que j'aimais beaucoup. J'étais déjà en train d'étudier le shiatsu et effectivement, déjà bien avant, dans ma tête, je me suis dit que ça serait vraiment chouette si je pourrais faire quelque chose que j'aime. Et donc, quand tu m'as vu avec les cheveux coupés, oui, c'était un moment où j'avais vraiment l'accord hyper concret et matériel où mon directeur
on avait trouvé un arrangement parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai travaillé et on s'aimait bien et je lui ai fait part de mon désir de faire autre chose, de travailler dans les médecines douces. Et donc ce jour-là, la solution est tombée et finalement j'ai pu quitter mon emploi d'une façon absolument incroyable. Et donc ça m'a permis, oui, de prendre un cabinet et de commencer ma pratique du shiatsu. Et qu'est-ce qui a été l'élément, qu'est-ce qui t'a poussé à chercher de ce côté-là? Est-ce qu'il y a eu une histoire de problème de santé? Est-ce que... Oui, c'est de toute façon, c'est quelque chose que j'écris sur mon site internet. Il faut que je le revoie un peu. Effectivement, c'était mes propres problèmes de santé et les solutions que la médecine me proposait à l'époque, c'était juste de supprimer les symptômes, c'est-à-dire il fallait que j'aille m'opérer. Et c'est quelque chose qui me rebutait parce que quand j'étais petite, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital et je ne voulais plus revivre ça et je me disais qu'il y a forcément un autre moyen. Et donc, j'ai commencé à chercher par moi-même comment je pourrais moi-même résoudre ce problème de santé. Et puis, j'ai cheminé comme ça, j'ai rencontré des gens, j'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseignée, je me suis informée, j'ai lu dans tout ce qui était possible à lire à ce sujet-là. Et puis, c'est très simple, finalement, j'ai rencontré un ostéopathe. C'était à l'époque où l'ostéopathie, c'était un peu à la lisière de presque... d'illégalité, il y en avait très peu, c'est-à-dire les premiers ostéopathes en France, c'était ceux qui ont allé étudier en Angleterre l'ostéopathie, et c'était exclusivement des médecins. Donc j'ai rencontré quelqu'un comme ça, et lui, il m'a beaucoup aidé. C'est vrai que tout de suite, après une simple manipulation qui durait 30 minutes, effectivement, il m'a beaucoup aidé à soulager mon dos. Le truc, c'est que ça revenait régulièrement. C'est-à-dire, il m'aidait, mais je tombais toujours sur ce même problème. Donc, j'ai encore cherché et puis je suis arrivée au shiatsu. Et j'ai reçu un jour le shiatsu et je me suis dit, ça c'est absolument fantastique, il faut que j'essaye. Ce qui s'est passé, c'est pas cette séance de shiatsu qui m'a permis de résoudre les problèmes. Ce qui m'a permis d'avoir une autre compréhension, c'était l'étude du shiatsu et tout ce qui est autour, c'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise, la pensée, le fait que nous sommes vraiment, composés de plusieurs couches de corps et que, effectivement, ce qui se passe dans ma tête va influencer mon corps et vice versa. Donc, c'est tout ce qui était aussi autour de cette pratique-là. Voilà, je dirais ça comme ça. Et je m'en suis bien sortie. Comme tu sais, à 35 ans, j'ai commencé à faire le karaté sans aucun problème. Je fais la course au pied, je fais beaucoup de sport. Et donc, j'ai su apprivoiser en fait cette problème qui aujourd'hui, je le bénis vraiment. C'est ce que j'essaie aussi de dire aux gens, c'est que cet événement-là, c'est ça qui m'a permis d'ouvrir les portes. C'est ça qui t'a lancé en fait. Oui, tout à fait. C'est ça qui m'a lancé et qui m'a poussé chercher autre chose que des théories officielles. Je dirais ça comme ça. Cette approche de la médecine un peu douce et vraiment différente de ce que nous on connaît aujourd'hui, elle se développe de plus en plus en fait chez nous. Enfin, il y a de plus en plus de sites, de plus en plus de gens qui en parlent et tout. Et je voulais savoir quelle est la grande idée en fait derrière cette approche orientale qui est si différente de la nôtre et qui est beaucoup plus attirante en fait à ton sens, et pourquoi elle t'a profondément affecté plus que le fait de rester dans un hôpital, ou qu'est-ce qui te satisfaisait plus, qui t'attirait plus en fait là-dedans? Ce qui me satisfaisait le plus, c'est que quand je suis rentrée en contact avec quelqu'un qui pratiquait, disons, une approche holistique, ça veut dire ensemble, c'est-à-dire c'est un ensemble de choses qui s'influencent, d'accord? La différence essentielle dans la pensée occidentale et orientale est la suivante, c'est-à-dire que nous, en Occident, à partir du 19e siècle, même un tout petit peu avant, nous avons, avec la science, nous avons eu cette tendance à découper, à décortiquer, diviser des choses et de les classer en fait dans des petits tiroirs. On va en parler de ça voilà, aussi. Y compris l'être humain. Donc,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la médecine, finalement, la médecine, elle s'efforce à supprimer des symptômes et elle classe en fait les différentes parties du corps séparément. C'est pour ça que nous avons des spécialistes des genoux, spécialistes du cœur, spécialistes des reins, spécialistes des yeux, spécialistes des oreilles. Et chacun en fait des spécialistes de sa spécialité sans vraiment s'intéresser à une autre partie du corps. Et je parle même pas de psychisme, de la spiritualité, etc. Dans l'approche orientale, il faut savoir que les orientaux ne se sont jamais coupés en fait du concept qui existe dans la nature, c'est-à-dire dans la globalité, c'est-à-dire tout influence, chaque chose est liée avec une autre chose et tout ce qui existe dans notre monde, dans notre univers s'influence mutuellement, c'est-à-dire que notre corps est influencé par ce qui se passe tout autour et vice-versa. Et chez les Chinois, tu peux entendre parler de ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme, d'accord? C'est-à-dire que dans une toute petite unité, par exemple du corps, comme par exemple l'oreille, on peut lire l'ensemble du corps humain. C'est-à-dire ce qui se passe dans le macrocosme, c'est exactement la même chose ce qui se passe en macrocosme. Un microcosme, là, il faut couper. Oui, ouais. Microcosme. Oui, c'est ce qu'il disait dans son livre, on parlait de ce livre-là, mais que ne serait-ce qu'en regardant le visage de la personne, on peut savoir comment vont ses reins. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le deuxième point extrêmement intéressant, et c'est ça ce qui m'a frappé, c'est que quand tu arrives devant quelqu'un qui pratique, par exemple, même la médecine traditionnelle chinoise ou un praticien de shiatsu ou autre chose, je n'en sais rien, je peux parler pour ce que je connais. Cette personne, normalement, est censée avoir une vision globale, c'est-à-dire une vision globale qui est basée sur l'observation. Tu observes les gens, tu les regardes, tu ne regardes pas un ordinateur et tu notes pas ce qui embête la personne. Tu regardes ses pieds, tu regardes comment elle bouge, comment sont ses yeux, comment sont ses oreilles, et tu peux avoir énormément de renseignements sur la vie de cette personne. Okay? Donc tu peux voir aussi, par exemple, des pathologies, des déséquilibres, juste en regardant. Et c'est un regard qui n'est pas focalisé sur une partie du corps, mais c'est un regard global. Voilà. Et un praticien de la médecine holistique va te poser beaucoup de questions aussi de ce qui se passe dans ta vie, c'est-à-dire comment tu vis, comment est ta vie psychique, quelle est ta façon de penser, quel est ton état émotionnel, okay? Comment tu fonctionnes. Voilà, et tout ça, ça donne énormément de renseignements. Et à partir de là, on peut faire quelque chose. Ça doit beaucoup choquer ça au début quand on a eu l'habitude d'aller chez un médecin, de lui dire bonjour, voilà j'ai ça, et qui commence à nous poser des questions sur et votre vie de couple et à vos enfants, ça va bien. Ça doit faire bizarre, non? T'as pas eu des réactions comme ça avec des gens qui sont... Comment on réagit la première fois? Non, pas tant que ça. Non, ça me dérangeait pas. Ça me dérangeait pas, ça me surprenait. Et effectivement, quand par exemple la praticienne de shiatsu qui je suis allée voir, elle m'a demandé effectivement quels étaient les événements qui se passaient juste avant cet accident-là, qu'est-ce que j'ai vécu en fait dans ma vie. C'est pas tant des questions, tu sais, personnelles, ce qui se passe dans le couple, etc. Mais on s'intéresse vraiment aux événements de ce qui est arrivé. Et ça me choquait pas, au contraire, ça me surprenait et j'ai commencé à voir en fait vraiment des corrélations entre ma vie et ma problème de santé. C'est ça ce qui était intéressant. Des patterns, ouais. Oui, exactement. C'est la prise de conscience que c'est pas arrivé par hasard et ça m'a amené à réfléchir sur mon mode de fonctionnement. Ouais. Mental, même environnemental, couple, alimentaire bien sûr, mais beaucoup plus tard. Mais aussi l'alimentation, bien sûr, joue, on le sait très bien aujourd'hui, énormément de rôle dans le mal-être des gens, dans des maladies. Ok. Ouais. Sur ton site internet, il y a marqué que il n'y a pas de quiétude ni d'harmonie et encore moins de santé sans alignement du corps et de l'esprit. Et comment est-ce que tu penses que le shiatsu contribue à l'alignement du corps et de l'esprit? À
À quel moment il intervient en fait? C'est toute une alchimie, mais il faut déjà savoir, en fait, par rapport à ce concept du corps et esprit et comment le shiatsu peut aider justement à aller vers cet alignement. Tu sais, il est extrêmement positif et vraiment très, très... À chaque fois, je le vois, tu sais, dans mon école, quand j'enseigne le shiatsu et quand j'explique à mes élèves que, par exemple, tu sais, dans le shiatsu, on travaille parmi d'autres avec les méridiens. Donc, ouais. les méridiens, le public connaît à peu près ce que ça peut être. Mais un méridien, c'est des trajets énergétiques. Et ces trajets, ils ont des fonctions vitales. Ok? Et chaque trajet, il a une caractéristique propre. Par exemple, le méridien du poumon, tu vois, il va avoir une certaine caractéristique, il va être différent au toucher. Et il va être le porteur d'une certaine énergie. Mais déjà, quand on a dit au départ, ce n'est pas uniquement au niveau physique, mais c'est aussi au niveau émotionnel, psychique, spirituel. Et c'est ça ce qui est formidable, parce que dès que tu sais que tu travailles avec des différents méridiens, il n'y a pas que des méridiens dans le shiatsu, mais si tu travailles avec des méridiens, tu sais aussi sur quel aspect tu agis. Et tu peux volontairement agir sur certains aspects. Donc tu veux dire qu'avec le même méridien, tu peux travailler sur les différentes couches de la personne? Exactement. En fait. Tu peux très bien travailler, par exemple, prenant le méridien du poumon. Effectivement, c'est un méridien qui va influencer beaucoup l'organe physique du poumon. Okay? C'est indéniable. Mais il va aussi influencer, par exemple, ta capacité, ta capacité d'avoir ton espace vital, par exemple. Il peut agir aussi sur ton état de dépression, par exemple sur la tristesse. Okay? Tu peux comprendre pourquoi la personne elle est triste ou elle se sent isolée, voire à la limite vraiment déprimée, et tu peux vraiment sentir sur ce méridien du poumon qu'effectivement c'est un méridien qui est, par exemple, qui n'est pas suffisamment nourri de l'énergie. Okay? Et oui, et tout à fait, tu peux choisir dans ta séance de shiatsu, tu peux tout à fait choisir le niveau avec lequel tu veux travailler pour cette personne-là. Et justement, on parle de cet alignement. Tu sais, le shiatsu, c'est une danse, en fait, finalement. Enfin, pour moi, c'est vraiment une danse. Il s'agit de rentrer en résonance avec la personne, c'est-à-dire de voir où est-ce que cette personne a besoin d'aller. Et qu'il y a une raison particulière pourquoi elle ne peut pas le faire toute seule. Parce qu'elle ignore, parce qu'elle ne sait pas comment, ou parce qu'elle est épuisée tout simplement. Tu sais, quand on est vraiment crevé au bout de la dépression, on a très peu de moyens d'agir et on a besoin de l'aide. J'étais dans cette situation-là, je sais ce que c'est. Si quelqu'un comprenne, tu vois, si quelqu'un peut t'accompagner dans ce moment-là et te dire, bah tiens, si on y va par là, tu vois, et ben là, justement, tu te permets de rentrer en résonance avec cette personne et en l'accompagnant à un certain moment donné, par exemple pendant 1 heure de shiatsu, ben, tu peux un peu restaurer, si tu veux, cette auto-guérison, ce qu'on appelle l'auto-guérison du corps, parce qu'effectivement, dans la philosophie orientale, on part de l'idée que nous avons tout par la nature, nous avons vraiment tout pour être heureux et pour être en bonne santé. Encore, il faut qu'on sache ce que c'est la bonne santé, parce que c'est pas évident. Si on s'efforce à maintenir cet équilibre, si on comprend que la façon dont je me traite physiquement, par exemple, je bouffe comme un porc, okay? Je peux pas après imaginer que je vais avoir un esprit clair. Et vice-versa, c'est-à-dire ma façon de penser va influencer directement mon corps. Et c'est pas quelque chose qui est métaphysique, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est très compliqué, c'est difficile, mais c'est quelque chose qu'on fait spontanément. Tu marches dans la rue, tu vois des gens comment ils marchent, bah, tu vois pertinemment, tu vois très bien quelqu'un qui a une énergie débordante et quelqu'un qui se traîne, et tu le sais instinctivement. Oui, ça se sent. Ok, ça se sent. Et le corps physique, il est vraiment notre miroir. Il est le miroir de ce qui se passe dans nos têtes et aussi dans nos cœurs. Okay? Et mon job, c'est juste de montrer le chemin. D'accord? Peut-être effectivement de démonter quelques croyances
Et effectivement, si les gens veulent, après c'est leur boulot. Je veux dire, chacun est responsable pour soi. Et parce que tu sais, moi je me considère pas comme un garagiste. Ça m'intéresse pas du tout d'être un guérisseur ou guérir les gens. Je pense que guérir les gens, c'est vraiment de leur enlever vraiment leur propre pouvoir et de rater quelque chose. Tu sais, imagine par exemple, je reviens vers mon histoire du dos. Si je tombais sur un guérisseur qui vraiment, voilà, il va réussir et il va me remettre d'aplomb, bah, je resterai tout le temps ignorante, c'est-à-dire malgré le fait qu'il a réparé quelque chose. Donc voilà, moi je me considère plutôt comme un passeur. J'essaie de donner une idée, une direction. Après, les gens, ils le font ou ils le font pas. On pourrait penser qu'en venant te voir, on vient chercher de l'aide, et en fait, ce que tu dis, c'est que ce qu'on trouve, c'est pas tant quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui a du savoir et qui va nous tirer vers le haut, mais c'est plus un compagnon en fait. C'est-à-dire que y a pas du tout cette histoire de hiérarchie ou quoi. T'es à leur côté en fait. T'es pas là à les. Exactement. Et que c'est 50-50 quoi. Tout à fait. Ça c'est vraiment le troisième point. Tu sais, dans ce domaine de, j'ai pas envie de dire de santé, mais plutôt dans le domaine de la maladie, effectivement, tu vas voir quelqu'un qui a une espèce d'autorité, c'est-à-dire un savant, il sait des choses que toi tu ne sais pas. C'est-à-dire que toi tu es un ignorant et lui il sait tout. Et donc tu vas être prise en charge par quelqu'un qui sait, et c'est lui qui va décider à ta place. Donc ça c'est une approche, hein, je veux dire, c'est une approche qui existe assez couramment. Et d'ailleurs je suis très étonnée, même les gens très intelligents marchent avec ce système-là, et ils se laissent de se prendre en charge. Moi, je prends en charge personne. Tu sais, Maître Masunaga, donc c'était le maître de la lignée du shiatsu que je pratique. Il disait que votre patient, c'est votre maître, en fait. Qu'il a toujours quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Et je suis pas du tout dans cette optique que voilà, moi, je vais maintenant dire exactement ce que la personne a. C'est absolument pas dans mes tripes. Comme tu dis, j'aime bien d'avoir ces rapports, je veux dire presque amical, mais très direct. C'est-à-dire parler en surface, ça m'intéresse pas non plus. Ouais. Et c'est vrai que je suis assez directe, et parce que c'est le seul moyen vraiment de reprendre le pouvoir de sa vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que quelque part tu penses pas que quand tu t'adresses à eux de cette façon-là, c'est comme s'il y avait une partie d'eux-mêmes qui au fond savait depuis toujours la vérité en fait, et qui se révèle et qui se sent soulagé parce que enfin quelqu'un s'adresse aux bonnes choses en fait. Enfin quelqu'un me pose les vraies questions, comme si on le savait déjà en fait. Et que c'est pour ça que quand quelqu'un nous parle de cette façon si sincère et nous pose ces questions qui pourraient choquer au premier abord, mais au final on prend du recul et on se dit mais en fait elle a raison, en fait c'est ça, et que c'est pour ça que les gens se laissent un peu. Tu sais, il y a tellement des choses superficielles, c'est-à-dire toutes nos relations aujourd'hui sont très très superficielles, tu sais. Dès que tu abordes les gens d'une façon vraiment sincère et profonde, et ben ça fait du bien, tu vois, parce que c'est ce qu'on appelle écoute, tu vois, et avoir une échange profonde, c'est un véritable art. Je dis pas que je parviens à tout le temps, tu sais, parce que c'est tout à fait normal quand on va voir quelqu'un pour la première fois, on se déguise, on joue son rôle, voilà, son masque social, j'ai un métier, je suis mère ou père de famille, je suis sportif, je suis prof et tout, et tu joues un peu ton truc, et c'est normal parce que c'est une forme de protection devant l'inconnu, tu vois. Tu sais, je te cache pas, quelquefois je choisis mes clients. Je dis vraiment très très clairement que je travaille pas avec tout le monde. C'est-à-dire, je suis pas là pour exécuter une séance de shiatsu avec quelqu'un qui... C'est très difficile à expliquer. T'as pas envie que les gens se reposent sur toi en fait. T'as envie d'avoir des gens qui sont... J'imagine que ça demande beaucoup en fait, et que si en plus de ça tu dois supporter une sorte de fardeau que les gens pourraient mettre sur toi, parce que ce que tu fais c'est pour certains ça peut être même de l'extraordinaire, et que t'as pas envie de jouer ce rôle en fait, que ça peut être un peu lourd des fois. Exactement.
Exactement. C'est pour ça que je dis vraiment clairement que je ne travaille pas avec tout le monde. Je travaille vraiment avec les gens qui ont une envie sincère d'avancer dans leur vie. Et pour une raison ou pour une autre, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, en fait, ils savent pas quoi faire, tout simplement. Peut-être parce qu'ils se posent pas des bonnes questions, c'est souvent le cas. Ou peut-être parce qu'ils ne savent pas comment faire. C'est ces gens-là qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est que je dois sentir qu'ils ont vraiment envie de découvrir quelque chose, tu vois, j'ai besoin de sentir que ce sont les gens qui veulent améliorer leur vie, tu vois. Et qui voient toujours de l'avant, en fait. Oui, et comment dire, qui veulent s'occuper d'eux-mêmes. C'est ça. Je travaille pas avec quelqu'un qui vient me déposer son corps et puis ça m'intéresse pas du tout, ça marche pas de toute façon. Et moi, mon travail, je m'efforce vraiment à faire tomber les masques le plus rapidement possible. Voilà ce que j'offre. Quelle a été ton expérience la plus marquante pendant ta pratique? Là, tu me prends en cours parce qu'il y en avait tellement, mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, je peux te dire, j'ai fait le shiatsu à un bébé de 2 mois. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Parce que voilà, je dis que les bébés et les animaux, ils mentent pas, ils te font tout de suite savoir si tu leur fais chier ou si tu leur fais du bien. D'accord? Les humains, oui, on peut encore tricher et dire « Oh, qu'est-ce que ça fait super bien » ou machin, mais tu vois, mais les animaux et les enfants, c'est très vite. Soit ils te repoussent, soit ils restent. Ouais. Voilà. Donc c'était vraiment le travail avec ce bébé qui avait beaucoup de problèmes de digestion, énormément des coliques, des douleurs intestinales, les pleurs, les ventres gonflés comme ça. Enfin bref, après j'en ai discuté aussi avec la mère parce que tu sais, dans la médecine chinoise, dans la médecine chinoise, on dit que quand il y a un bébé qui pleure, il faut soigner la mère. Ah oui. Donc il y avait forcément un conflit entre ce bébé et sa maman. Et oui, ce travail, c'était absolument incroyable. Une dernière question, parce qu'on est déjà à 40 minutes. Oui. Si tu pouvais passer un coup de fil à ton toi quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais surtout de ne rien changer parce que je n'ai absolument aucun... Tu vois, j'ai pas des regrets par rapport à ma vie. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Tout ce chemin-là, il était tout à fait juste. Tu vois, et il y a rien à changer. Bien sûr que, voilà, si je savais, donc déjà à partir de 20 ans, j'aurais gagné, je pourrais me dire, ouais, si je savais à 20 ans, je pourrais gagner 20 ans de pratique ou de sagesse ou je n'en sais rien, mais c'est complètement faux. Il fallait passer par là. Il fallait passer par là et c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc non, si je lui passais un coup de fil, je lui dirais, ne change rien, va, c'est très bien. Ne doute pas, ouais. Non. Ah, super. Ok. Ben voilà, écoute, tu vois. Ouais, c'est super, t'as vu.